Bienvenue sur Handcast, le podcast du handball en Auvergne-Rhône-Alpes. La Ligora Handball est heureuse de vous proposer des épisodes qui vous permettront de mieux comprendre son fonctionnement, de découvrir des personnalités et des parcours inspirants, mais aussi et surtout de vous divertir autour de cette passion et des valeurs qui nous animent. Le handball, plus qu'un sport, une voix. Bienvenue dans ce deuxième épisode avec notre invité Guillaume Joly. On a pu faire une première partie très riche qui concernait le parcours de joueur et la vocation d'entraîneur. Et donc on va pouvoir en apprendre beaucoup plus sur Guillaume et notamment son lien avec le maillot bleu. En tant que joueur, tu comptabilises quand même 118 sélections, tu as marqué près de 350 buts, tu as glané 6 titres majeurs, 3 championnats du monde, 2009, 2011, 2015, 2 championnats d'Europe, 2010, 2014, les JO à Londres en 2012, t'en as parlé. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est un parcours qui est magnifique, non? Enfin, toi, on reparle du petit gars de Tassin, et tu vois ça avec maintenant ton recul et ton âge avancé, tes 41 ans, qu'est-ce que tu te dis? Que c'est chouette parce que c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui ce qu'on a fait c'était exceptionnel. En fait, quand tu es dedans, t'es dans la machine à laver et t'enchaînes et t'aimes pas perdre, donc t'essayes de gagner et chaque année t'as tellement peur de perdre que t'en fais un peu plus pour essayer d'aller continuer. Donc effectivement c'était une sacrée aventure avec de grands souvenirs qui m'a amené plein de choses, donc c'était vraiment incroyable et c'est là où on se rend compte parce que gagner une fois c'est bien, mais quand ça dure c'est ça qui rend les choses exceptionnelles et c'est ce qu'on avait réussi à faire, donc c'était top. Et puis maintenant que je suis du côté entraîneur, c'est là où je me pose plein de questions sur comment on a réussi à construire tout ça et il faut féliciter aussi tout le staff qui avait été derrière pour construire ces victoires, parce qu'on parle souvent des joueurs, mais effectivement maintenant que je suis de l'autre côté, il y a aussi tout le travail qui est fait en amont. Et c'est pour ça que je disais que la vie de joueur est la plus belle, parce que tu viens et tu fais en sorte d'être performant et de partager ça avec les joueurs. Mais une compète, ça se prépare bien en amont et il faut prévoir tant de détails, de choses qui peuvent se passer tout au long du parcours que voilà, c'est un gros travail et qui est, ils sont pas souvent mis en lumière, mais il y a du job derrière. Donc voilà. Après, c'était exceptionnel. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça a dépassé même mes rêves les plus fous ont été dépassés. Donc voilà, j'en suis très content. Après, c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup parce que c'était avant et que maintenant il faut s'atteler au présent, tout simplement. Ouais, mais ça fait du bien aussi de revenir là-dessus et d'avoir quand même un petit peu de fierté et de se dire que t'as réalisé un super parcours. Tu parlais du job qui était fait un petit peu, j'allais dire en coulisses, mais non, c'était des acteurs principaux. Mais t'as eu un seul coach en équipe de France, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai eu que Claude. Et ça a été, j'imagine, personne, malgré parfois certainement des difficultés, une personne qui t'a marqué. Ouais, bien sûr. Non, pas des difficultés, Claude. Et on a tous nos qualités et nos défauts et moi j'ai vraiment rien à reprocher à Claude. Il m'a tout le temps emmené ou quasiment tout le temps et il m'a toujours expliqué les choses pourquoi il m'emmenait pas. Donc non et la dernière fois où j'ai été sélectionné, c'était Didier qui commençait à reprendre, j'avais pas été repris et on avait une explication hyper franche. Moi, j'ai toujours dit que voilà, on n'appartient pas à l'équipe de France et j'étais pas une assez grande star pour dire je ne veux plus aller en équipe de France. Donc voilà, j'ai toujours été sélectionnable et quand ils ont fait le choix de mettre des plus jeunes, c'est qu'ils pensaient que c'était le bon moment et moi je leur en voulais pas parce que voilà, j'avais déjà vécu ce que j'avais à vivre et c'est comme ça, on est tous de passage en équipe de France, on est tous au service de l'équipe de France et voilà, on fait de notre mieux pour que elle soit la plus belle possible et de faire en sorte qu'elle continue à gagner tout simplement. T'as fait partie d'une génération de malades, la génération dorée des experts, et j'ai lu aussi de là que tu disais qu'on te voyait souvent comme le numéro 2 de Lucas Ballot, et moi je me suis posé la question, comment tu construis une carrière en équipe de France avec ce statut? Est-ce que t'en souffres? Est-ce que ça t'a renforcé mentalement? Peut-être les deux. Et je pense que ton palmarès et ta carrière parle aussi, répond un petit peu en partie à la question, mais c'est dur, non? Alors c'est pas tous les jours simple parce que l'ego du sportif fait qu'on a envie de tout le temps jouer, hein, et on va pas se mentir. Et puis quand t'es habitué en club à jouer 1 heure par match ou pas loin et d'être un acteur essentiel sur le terrain, c'est pas simple. Il faut
prendre un petit peu de hauteur. Écoute, Luc, on a grandi ensemble parce qu'on est de la même génération 84-85. Lui était arrière, moi j'étais allié chez les jeunes. Il a basculé sur l'aile. Et puis, en fait, je l'ai jamais vu comme un concurrent. Le système de management de Claude faisait que il nous le disait très clairement. Lui, il attendait pas que je prenne sa place. Il attendait que je sois là pour que, quand il était un peu moins bien, je puisse être au relais. Donc, si tu veux, tout était clair et après, t'acceptais ou t'acceptais pas. Mais moi, ça m'a jamais dérangé parce que je me suis toujours dit, déjà, on avait des titres à aller gagner et ça, c'est quand même assez chouette quand on est sportif. Et puis, faire partie des 16 meilleurs Français. C'est pas simple parce qu'il fallait rentrer dans la liste et il y avait beaucoup de concurrence et notamment à notre poste. Donc voilà, j'étais peut-être pas tout le temps le meilleur deuxième, tu vois, il faut aussi accepter. Et c'est pour ça que je dis que Claude, je lui en veux vraiment pas. Je peux le remercier de m'avoir tout le temps emmené ces 6 années. Parce qu'effectivement il y a des périodes où on est moins bien, qu'on est moins performant et qu'il avait cette volonté de garder ce binôme qui fonctionnait très bien. Et puis effectivement j'étais en capacité socialement de bien m'entendre avec tout le monde et je suis plutôt de nature positive et avec le sourire, donc peut-être que ça fait partie des qualités que Claude avait repérées en moi et qu'il souhaitait mettre en avant pour me mettre dans le collectif. En tout cas voilà, et avec Luc, en fait les seules frustrations qu'on a, c'est qu'on aimerait toujours plus jouer parce qu'il y a des matchs où on joue 0 minutes et que c'est frustrant. Maintenant, voilà, j'avais ce rôle où je tirais les pénaltys, donc j'avais aussi un rôle à jouer. Et puis voilà, j'ai grandi tout au long de mon parcours et finalement on apprend à relativiser les choses et de se dire que voilà, quand on fait appel à moi, j'y vais à fond, et puis quand on fait pas appel à moi, c'est qu'il y avait pas besoin. Et comme on gagnait à chaque fois, il y avait pas grand chose à redire. Donc voilà, il faut pas se plaindre, hein. Je pense qu'on est français et qu'on se plaint souvent quand même. C'est dans notre nature. Et bon voilà, quand on a la chance de vivre des aventures aussi extraordinaires, faut juste savoir en profiter. Et c'est peut-être une des qualités que j'ai eues, c'est de me dire tiens, profite du moment présent et ça va bien se passer. Et une autre qualité, donc c'est la force mentale. Et t'avais, on connaît tes stats impressionnantes sur les jets de 7 mètres. Comment t'as absorbé toute cette pression? Parce que c'est un exercice particulier quand même. Ouais, c'est un exercice particulier. Après, c'est un exercice auquel tu t'entraînes, même si t'arrives jamais à reproduire les conditions de match. C'est un entraînement quotidien. C'est quelque chose que j'adorais, que j'ai toujours pris comme un jeu, que je m'entraînais depuis tout petit, que partout où je suis passé, j'ai passé des heures et des heures à tirer les pénaltys, à toujours sermonner un gardien pour qu'il reste après les séances pour en faire. Donc voilà, c'était un jeu que j'aimais bien, un duel avec le gardien que j'appréciais. Et peu importe, après que j'étais sur le banc ou sur le terrain, je me conditionnais. Effectivement, j'avais travaillé avec des préparateurs mentaux, je me suis construit moi aussi pour que me préparer à cette partie-là de mon job. Et sur ton parcours de joueur en équipe de France, du coup, si tu devais retenir un seul souvenir, t'en as un qui te vient en tête? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques parce que c'est la compétition dont on rêve le plus, parce que c'est la plus médiatisée et que tous les enfants de France et peut-être même du monde entier sont devant les Jeux Olympiques d'été. Tout le monde grandit en se disant tiens, j'aimerais quand même bien y être un jour. Et voilà, la magie des Jeux, le village olympique, la cantine. T'as fait le village olympique, ouais. Ouais, on était dans le village, on était tous ensemble. La cantine, c'est juste énorme. Tu rencontres tous les plus grands sportifs de la planète que tu vois à la télé. Moi, c'est vrai que je suis passionné de tous les sports. Et du coup, t'en connais un paquet et c'est juste chouette de pouvoir échanger même avec les Français. On se retrouve à table. Je me suis retrouvé à table avec Tony Parker, avec Pi, la joueuse de badminton, avec Laure Manodou, avec Teddy Riner. Un moment, on l'avait croisé en salle de musculation. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont juste terribles et voilà. Et puis après, on se rencontre en rentrant que ça a un impact bien plus important parce que la médiatisation fait que tous les Français l'ont vu en fait. Quand on rentre du championnat du monde ou championnat d'Europe, et à part dans le cosmos handball,
elle est un petit peu plus large, ok, mais les Jeux Olympiques, tout le monde a regardé la finale du hand parce que pendant 15 jours, on en entend parler, un jour sur deux, on joue et les filles jouent de l'autre jour, et que à la fin, les finales, tout le monde les regarde parce qu'on est tous patriotes et qu'on a envie que l'équipe de France gagne. Donc quand on rentre, et ben effectivement, on est un petit peu plus reconnu. Bon, ça va pas durer très longtemps, et tant mieux, et tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est la dimension des Jeux Olympiques est juste incroyable. Et puis c'est une période où moi j'avais décidé d'arrêter en Espagne parce qu'il y a des problèmes économiques. Donc je me suis retrouvé champion olympique et au chômage. Donc j'ai pu en profiter. Au chômage. Ouais. Donc j'ai pu en profiter. Je suis rentré chez mes beaux-parents pendant 15 jours. Et c'est vrai que j'ai pu profiter de ce temps-là pour fêter la médaille avec mes potes, pour fêter la médaille avec mes amis, ma famille, d'aller la partager dans les clubs du coin, la ramener au pôle. Voilà, j'ai plein de beaux souvenirs de ces 15 jours qui étaient peut-être pas simples parce que j'étais au chômage et que finalement je pouvais me retrouver à n'importe quel moment sur le carreau et pas jouer de la saison. Mais aussi, je me souviens de Kiel, de Titi, on parlait de Titi tout à l'heure, de Daniel, de Jérôme, on joue la finale le surlendemain, je crois que le surlendemain, il y avait match amical avec Kiel. Moi, j'ai eu 15 jours ou 3 semaines pour voilà profiter, échanger, aller au restaurant, voir ma famille, voir les jeunes du coin, leur faire voir la médaille et de partager avec le handball. Et c'était aussi... Voilà, en tout cas, je l'ai pris comme une chance. Après, je te dis pas que le jour de la rentrée où les enfants partent à l'école, tout le monde reprend et que toi, tu te retrouves encore chez ta belle-mère à rien faire de la journée, je te dis pas que tu fais le malin, mais voilà, j'ai après signé le 11 septembre à Dunkerque et pour la belle aventure qui en est ressortie parce qu'on a fait vice-champion de France et champion de France. Donc voilà, il faut prendre, comme on disait tout à l'heure, du bon dans toutes les expériences, même si elles sont pas toutes simples à vivre. La reprise a dû piquer quand même, non? Tu t'es un peu lâché? Non. Alors oui, je me suis lâché, mais je m'entraînais quotidiennement. C'est vrai que j'allais en muscu tous les jours. Le club de Villefranche, qui était mon ancien club, m'avait accueilli. Donc voilà, je m'entraînais quotidiennement avec Villefranche, qui était en N1 à l'époque. Et puis j'allais en muscu tous les jours. Donc je suis arrivé plutôt bien, avec un manque de rythme bien évidemment, parce que la N1 c'est pas la D1. Mais voilà, en tout cas, j'étais prêt et puis voilà, j'ai pu en profiter un petit peu plus. Et maintenant, ce serait bien qu'on évoque quand même ton rôle de sélectionneur. Je t'ai pris déjà beaucoup de temps, Guillaume. Quelle ascension! Est-ce que tu peux nous décrire les différentes étapes entre ta nomination avec les U17 et celle très récente avec les Français garçons? Écoute, ça a été effectivement très vite, plus vite que ce que je pouvais me l'imaginer, encore une fois. Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, écoute, on rentre, on se pose à Lyon, c'est bon, on va être tranquille, on va avoir du temps, t'inquiète pas, je fais plus rater les anniversaires, les mariages et tout. Et puis au bout de 2 ans, on m'a proposé de commencer au bout d'un an, on m'a fait rentrer pour entraîner les stages nationaux. Au bout de 2 ans, il y a eu l'opportunité de reprendre les U17. Et puis voilà, c'était l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'entraîner l'équipe de France Jeune dans ma reconversion, d'entraîner le pôle et d'entraîner l'équipe de France Jeune. Donc je l'ai atteint au bout de 2 ans, donc c'était assez chouette. Et puis j'ai mis beaucoup de passion dans ce rôle-là, qui était vraiment bien. Et puis qui était ni plus ni moins que d'avoir la mission de détection que je faisais au niveau régional, de le transcrire au niveau national. Donc un challenge parce qu'il faut se mettre en réseau avec un petit peu plus de monde et qu'il fallait chercher à être performant parce que je passais derrière des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Donc voilà, je l'ai fait avec mes valeurs, avec ma personnalité et j'ai passé vraiment 4 belles années avec les U17 et avec toute la détection, avec qui bien évidemment je suis toujours en lien. Et puis est venue l'opportunité quand Johan a rejoint Gino sur le banc DA de récupérer les U21 il y a maintenant 1 an et demi. Nouvelle étape, on se rapproche du monde professionnel que je t'ai parlé tout à l'heure, que j'avais quitté et que je voulais pas forcément retrouver, mais c'est vrai qu'après 4 ans avec le U17, j'avais dit à la fédération que s'il y avait une opportunité, j'aimerais bien faire des compétitions l'été, parce que je crois que le centre compétiteur, on le perd pas, et que voilà, et cette opportunité est arrivée. Donc on a fait un Euro peut-être un petit peu décevant en termes de résultats, mais en tout cas sur le plan humain et sur le plan du jeu, on avait réussi à montrer de plutôt belles choses, donc on était assez content de notre première saison. Et puis là, on a repris un groupe que j'avais eu en premier en U17 cette année,
Donc c'était sympa de les retrouver 4 ans après, parce que souvent quand on est dans la détection et dans la formation, on se projette, on se dit comment ça va être dans 3-4 ans, et là de pouvoir les retrouver, voilà, c'est vrai que je les avais suivis pendant 2 ans, on avait échangé avec beaucoup sur quel centre je devrais aller, est-ce que tu penses que, voilà, et de les retrouver en train de signer leur premier contrat professionnel et de les entraîner en U21 pour les préparer à l'Euro de cet été. Eh ben, on a vécu une belle saison, donc c'est chouette. Et puis voilà, après l'Euro de janvier, Guillaume a décidé d'arrêter, Talent a été nommé. Je t'avouerai que je m'étais pas du tout mis en tête de pouvoir être sur ce projet-là. Et puis le fait que ce soit Talent, que la fédération me propose le poste d'adjoint, et ben écoute, j'ai réfléchi et puis j'ai accepté. Donc voilà, me voilà de nouveau avec l'équipe de France les grands. Écoute, on verra où ça nous mène. En tout cas, voilà, ça va être une nouvelle belle expérience, j'en doute pas, mais c'est vrai qu'on peut pas dire que le maillot bleu me suit encore et toujours, quoi. Tu passes quand même du terrain au banc des grands, comme tu as dit. Ça fait quoi? T'apprends comment ta nomination là aux côtés de d'Utchebaev? Écoute, comment Là, j'étais c'était pas un fax. non, c'était dans la voiture. Effectivement, là, c'est le président de la fédération qui t'appelle avec le DTN, hein, et puis je leur ai demandé quand même un petit peu de réflexion et de pouvoir échanger avec ma famille, hein, parce que ça engage aussi toute la famille dans ces belles aventures, et il faut aussi les avoir avec nous, hein. Et quand on part pendant un mois, que ce soit ou l'été avec les jeunes ou en janvier avec les grands, bah voilà, il faut faire en sorte que ça tourne. Donc, écoute, ma femme m'a dit OK, donc c'était le plus important. Donc j'ai pu accepter. Voilà, je me rendais pour aller chercher mon fils pour l'emmener à son entraînement des U11, parce que effectivement je l'entraîne cette année. Donc effectivement, c'était le grand écart entre les moins de 11 et l'équipe de France A. Mais c'est chouette. Écoute, voilà, il faut s'adapter à tout. Je pense que on dit souvent qu'une des qualités pour faire du haut niveau, c'est de chercher à s'adapter. Donc voilà, j'essaye de me donner aussi. Je te cache pas que cet entraînement, j'étais peut-être pas le plus performant, parce que peut-être la tête un peu ailleurs avec 2 millions de questions dans ma tête. Mais voilà, la première semaine s'est très bien passée et nous voilà dans une belle aventure, et on verra où elle nous mène. En tout cas, j'espère, comme toujours, le plus haut et le mieux possible. En tout cas, félicitations à toi, hein, parce que les gens qui écoutent apprennent que, en effet, t'as beau être quelqu'un qui a cette carrière-là et qui travaille au niveau de la fédération, enfin du moins de la ligue et puis des équipes de France, tu coaches quand même des U11 et t'es très présent dans le giron local. Donc Ouais, bah écoute, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la famille et de cette volonté de pouvoir passer du temps. C'est vrai que j'ai entraîné ma fille pendant 2 ans. Donc j'avais les moins de 11 filles et moins de 13 filles pendant 2 ans. Et puis j'avais la volonté de pas être son seul entraîneur, comme parfois je l'ai vu avec des copains, où j'avais vite envie de passer le relais, et là il y avait l'opportunité, donc je l'ai fait. Et mon fils est venu me solliciter pour dire: hey, t'as fait avec la grande sœur, il va falloir faire pareil. Donc écoute, je l'ai fait, et voilà, chacun son tour, et ça permet de passer du temps avec ses enfants, et d'autres temps que le papa et le fils ou la fille à la maison, et de pouvoir partager sa passion. Donc c'est assez chouette, et voilà, écoute, je le fais avec grand plaisir. C'est des bons moments, on voit toute l'insouciance des jeunes et on les voit bien progresser à cet âge-là, donc c'est assez agréable, et puis ça permet de se questionner, de savoir comment on peut les accompagner au mieux, comment on peut les entraîner, adapter ce qu'on voit en haut pour essayer de commencer à leur donner un petit peu les bases et les fondamentaux. Donc voilà, ça continue de me faire réfléchir et de chercher à progresser dans mon nouveau métier d'entraîneur. Ouais, et puis eux s'en souviendront. Et alors, autre question, Guillaume, parce que je fais un raccourci, mais l'autre fois je suis en déplacement, je veux regarder le résultat du deuxième match France-Espagne qui a eu lieu en mars, et puis je tombe sur une interview de toi à Ouest France qui dit, alors plus ou moins avec une pointe d'humour, je sais pas, grosso modo, j'espère que je suis pas nommé adjoint parce que je parle 3 langues. Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que tu as eu des doutes? Non, j'ai pas eu de doute, non, parce que j'ai eu Talent. En fait, avant d'accepter, j'ai aussi demandé à pouvoir m'entretenir avec lui, parce que je voulais pas que ce soit une relation forcée et imposée par la fédération, même si bien évidemment la proposition venait d'eux.
Et en fait, il m'a très vite rassuré qu'il avait la volonté que je sois à ses côtés comme entraîneur de l'équipe de France et que je pourrais effectivement beaucoup lui apporter, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Donc non, mais oui, c'était une boutade parce que effectivement très rapidement les raccourcis ont été dit que comme je parlais espagnol, j'avais été choisi, mais et certainement que c'est une des choses qui a joué, mais peut-être aussi l'expérience que j'ai vécue aux côtés de Pastor en Espagne et à Valladolid fait que on parle des mêmes choses quand on parle de handball. Donc voilà, on s'est retrouvé en échangeant sur le handball avec Talent. Et il m'a rassuré sur le plan humain, donc oui, c'était une boutade. Et d'ailleurs, très vite, avec les joueurs, on a fait en sorte de monter des choses pour que j'ai le moins possible à traduire, hein, puisqu'on a la chance d'avoir des joueurs aussi qui, pour moitié, parlent espagnol. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Et puis Talent a déjà annoncé qu'il coacherait le mondial en janvier avec que du français. Donc voilà, il prend des cours quotidiennement et effectivement, comme il parle déjà 6 langues, je suis pas inquiet que la 7e va arriver rapidement, quoi. T'as une idée, j'imagine, plus précise après cette semaine de rassemblement au mois de mars qui s'est terminée par deux matchs face à l'Espagne, une victoire, un match nul. Tu vois clairement où tu vas? Est-ce que tu as envie d'apporter? Oui, mais l'idée, elle va déjà de créer toutes les conditions pour qu'eux soient performants. Je pense qu'avec Talent, l'idée, elle est d'amener un cadre sûr et en dehors du terrain dans lequel les joueurs peuvent se sentir bien et puissent performer. Donc voilà, là, c'était les prémices. Effectivement, on n'a pas tout révolutionné en une semaine et peut-être que en fait on manque tout le temps de temps en sélection. Donc voilà, après on a des joueurs intelligents qui ont beaucoup de compétences et beaucoup de qualités, donc voilà, on va faire en sorte de chercher à développer la qualité de jeu de l'équipe, en tout cas dans le sens qu'on souhaite le mettre, et puis de faire en sorte de réussir à performer dès le mois de janvier prochain au mondial. Il faut déjà se qualifier, hein, puisqu'on est au mois de mai en qualif contre la République tchèque. Donc on va déjà essayer de passer cette première étape, de battre les Tchèques, de continuer à progresser par rapport à ce qu'on a fait contre l'Espagne. Et puis après, on se retrouvera au mois de novembre et au mois de janvier pour, j'espère, préparer le mondial et aller chercher à être performant. Bon, on te le souhaite en tout cas, puis on le souhaite évidemment à toute la délégation. Guillaume, on a évoqué ton parcours en club, on a évoqué ton parcours en équipe de France aussi, en tant que coach, mais aussi bien avant en tant que joueur. Il me reste quelques questions pour toi, un petit peu pêle-mêle comme ça. Déjà, savoir si, alors j'ai entendu dire que tu avais une grande admiration, comme beaucoup, pour Nico Karabatic ou encore Titi Omeyer, mais est-ce que tu as eu d'autres sources d'inspiration tout au long de ta carrière? Moi, j'ai adoré Rafael Nadal. Je me suis beaucoup inspiré de lui sur le côté mental, notamment quand c'était très dur et qu'il fallait résister, ne jamais lâcher, tout donner. C'est vraiment un des sportifs qui m'a inspiré et avec qui j'aurais rêvé d'échanger. Je l'ai croisé au JO, mais pas eu la possibilité d'échanger. Mais en tout cas, voilà, son mental et son côté guerrier m'ont toujours fasciné. Ok. Et tu te vois où, toi, dans 10 ans? Quels sont tes projets? Alors, pas nécessairement handball, hein, si tu dois penser au global, t'as des idées. Alors, sans te mettre en difficulté, pourquoi pas être numéro 1 des Bleus, mais ça, tu m'y répondras pas. Mais... Je sais pas, très sincèrement. Ce que je souhaite, c'est d'être toujours ici, chez moi, à Lyon, parce que j'ai la volonté de continuer à rester ici. J'espère continuer à entraîner des jeunes et à continuer à transmettre ma passion. Puis après, on verra où le vent nous mène, parce que un copain m'avait dit t'avais dit que tu retournerais jamais chez les pros, et puis t'as accepté Léa. Donc voilà, on va pas faire de plan sur la comète. J'ai quand même pour habitude de bien vivre le moment présent et d'en profiter. Je pense que la vie va trop vite pour ne pas le faire. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des missions qui me passionnent, que ce soit sur la filière locale ou nationale, puis maintenant avec l'équipe de France A. Donc on va se concentrer pour chercher à continuer à grandir, à chercher à être un meilleur entraîneur, une meilleure personne tous les jours. Et puis après, les opportunités feront que je doute pas que dans 10 ans, la vie sera belle. Voilà.
Alors j'ai lu que t'avais fait petit tu m'arrêtes si je me trompe, du judo et de l'athlé. Si t'avais dû faire un autre sport que le hand à haut niveau, t'en aurais choisi un de ces deux-là ou t'en aurais fait un autre? Le judo, j'étais pas fait pour, très clairement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté, parce que je prenais que des tôles. Non, je saurais pas te dire. Comme tous les enfants en bas de chez moi, j'ai beaucoup joué au football. Mais est-ce que c'est un milieu qui m'aura plu? Je sais pas. J'ai pas de... Non, très vite, ça a été que le handball et je me suis jamais projeté sur un autre sport. Et pour finir, est-ce que t'as, pour celles et ceux qui nous écoutent, une anecdote croustillante de vestiaire à nous partager? J'en aurais certainement plein et on pourrait passer la nuit à en parler parce que j'adore parler et encore plus de ma passion. Mais pas forcément sur ce qui se passe dans le vestiaire, parce que ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Non, j'ai effectivement eu la chance de croiser plein de grandes personnalités du handball tout au long de ma carrière. On a parlé de Nico et Titi, mais j'ai eu aussi la chance de jouer avec Stocklin et Jackson Richardson. Première fois où j'ai rencontré Jackson quand il venait de signer à Chambé, c'était aussi un moment incroyable. Moi qui avais grandi avec les Barjots, te retrouver à jouer dans la même équipe, c'était exceptionnel. Et puis il y avait Stéphane Stocklin aussi, avec qui j'avais joué aussi la première année, qui était un de mes idoles, avec toute leur coupe de cheveux là qu'ils avaient fait pendant le mondial. Donc puis quand j'ai signé en Allemagne, je me suis retrouvé à jouer avec Ivano Balic, avec qui ça avait toujours été un peu tendu, l'équipe de France contre lui. J'ai découvert l'humain qu'il y avait derrière et les dessous de l'embrouille avec Nico. C'est vrai que cette image incroyable où ils font leur tête contre tête en 2009 en Croatie, quand on reparle avec Ivano et que t'en reparles avec Nico, et ben effectivement Nico aussi c'est ma génération, donc on a grandi ensemble, on a des liens qui sont juste forts. Et puis Ivano, que tu découvres en tant qu'homme, qui est un homme entier et qui voilà, te décrit son côté du truc, c'est juste chouette. Donc voilà, des anecdotes, il y en a plein, mais je pense que le plus important, il est surtout, et c'est ce que j'ai appris en Espagne, de s'intéresser au-delà du sportif à l'humain qu'il y a derrière. Et je pense que peut-être c'est ça que je retiens de ma carrière, et c'est ça que j'ai toujours voulu mettre en avant, c'est que les hommes ils sont plus importants que les sportifs, et que voilà, derrière toute grande compétition, derrière toute grande médaille qu'on a gagnée, il y avait des humains et il y avait des histoires humaines, et c'est aussi ça qui nous anime et qui nous donne envie de continuer, parce qu'on a la chance de, voilà, à travers notre passion, vivre des choses formidables et de découvrir plein de gens. Il y a beaucoup de choses à découvrir chez l'autre. Et dans une société où de plus en plus on est individualiste, moi j'ai envie qu'on se batte pour continuer à vivre ces moments et à se rassembler autour du sport, parce que il y a plein de choses à vivre ensemble. Bon, merci Guillaume, en tout cas, ces valeurs humaines, cette chaleur, on la ressent bien tout au long de cette interview. Avant de te libérer, écoute, si tu as un dernier mot à dire à toutes celles et ceux qui t'écoutent là. En tout cas, merci à tous pour ce que vous faites pour le handball, chacun à votre échelle. Merci à la Ligue pour cette belle initiative de podcast, et longue vie à Handcast. Un très grand merci Guillaume, en tout cas de t'être livré comme ça, surtout dans une période très très chargée pour toi, avec une actualité bouillante. C'était top, bravo pour ton parcours, on te souhaite une belle continuation et on espère que vous avez toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs, apprécié cet épisode qui en appellera d'autres. Je suis persuadé, restez connectés. Quant à moi, il me reste à remercier les personnes qui ont œuvré à sa réalisation, Sophie Ardin à la prod et à la préparation, Inès Anaoui et Mathéo Brun. Prenez soin de vous et à bientôt sur Handcast. C'est déjà la fin de cet épisode de Handcast. Merci à notre invité pour ce moment de partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Handcast sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite pour un nouvel épisode.